Dijon, Besançon, Beaune, Paris, voici l'itinéraire de ce joyeux bonhomme. Il fut un Gaulois qui eut pour nourrice la vigne bourguignonne. Il têta dès son enfance la grappe empourprée des coteaux aimés du soleil. Aussi son premier cri fut une chanson, et sa première chanson fut une chanson à boire. Il n'avait pas 12 ans que déjà, selon son expression, il ne songeait plus qu'à scander les syllabes françaises pour les ourler de rimes. Il est né le 9 juillet 1689, troisième fils d'un brave apothicaire de Dijon. Le père, rimeur alerte, gros buveur et bon chrétien, fêtait Bacchus à toute heure. Son troisième fils, Alexis, n'allait pas tarder à en faire autant. Le dernier fils de Pyrrhon fut élevé dans l'austérité d'une éducation simple, grave et régulière. Ses parents lui interdirent le chant, la danse, les lectures profanes. Ils le mirent au collège des Godrans, une fameuse école qui, fondée en 1581, compta parmi ses élèves Bossuet, Lamonnois, Crébillon, Bouillet et Debrosse. Tant de grands noms n'empêchèrent pas Alexis de garder le plus mauvais souvenir de ses années de collège. Espiègle et turbulent polisson, rieur et futé, bien vite accoutumé au pain sec, à l'eau claire et aux férules des bons pères, il troublait les processions, saccageait l'honnête jardinet du père Houdin, tirait des pétards au nez du père Martin, arrachait les salades et faisait pis dans les choux. Si bien que les maîtres de philosophie, de mathématiques, de grammaire et de langue, à bout d'arguments et de force, déclarèrent le jeune indiscipliné atteint et convaincu d'incapacité totale et perpétuelle. Un fils d'apothicaire ne valait pas d'être bien patiemment ménagé. Alexis détestait l'étude parce qu'on lui en faisait un triste devoir, et barbouillait de plaisanteries peu orthodoxes ses grammaires, dictionnaires, vocabulaire et glossaires. Cependant, dévoré par une ambition enfantine, il se disait que, sans études, sans autre labeur que d'écrire quelques beaux vers, on peut devenir célèbre, plus célèbre que les plus grands guerriers dont la gloire se paye tant soit peu plus qu'elle ne vaut, plus célèbre que les médecins les plus savants ou les avocats les plus diserts, qui ne laissent après eux qu'un nom vite oublié. Il rêvait d'une revanche éblouissante sur ces maussades et infatigables jésuites. « Parbleu, disait-il, un gardien de cochon a bien été pape. » Ces rimes, à lui, vaudraient bien leur spondée et leur dactyle. Il leur prouverait que conjugaison régulière et irrégulière, déclinaison, dépotère, rudiment, tableau noir, paperasse disloquée et poussiéreuse ne servent de rien à qui a du génie. Et quel garçon de 12 ans n'en a pas? Un camarade d'Alexis, échauffé par quelques tirades de l'Iliade, s'était enrôlé dans les dragons. « Reviens un Achille !» lui dit le jeune enthousiaste, « et sois sûr de trouver en moi un Homère qui te chantera comme tu l'auras mérité. » Le futur Achille finit aux Invalides, et la France perdit une épopée nationale. Les premiers vers de notre poète, qui l'eût cru, furent des vers de repentance. « Enfin, Seigneur, enfin le crime me fatigue, à vos divins genoux se met l'enfant prodigue. » Et ces vers furent probablement composés après quelques peccadilles de taille. Cette phase de contrition ne dura guère, et à 18 ans, Alexis alignait de tout son cœur les alexandrins où un objet sans pareil couvre de honte l'éclat du soleil, se chargeait de chaînes, bénissait son martyre et adorait sa prison.
Comme la tradition veut qu'un poète soit contrecarré dans ses aspirations, les velléités littéraires de son troisième fils déplaisaient fort au poète impénitent qu'était le père Piron. Encore si le fils avait célébré en bon patois bourguignon quelques ducs de Bourbon, chanté la venue du Messie ou la prise d'une ville ennemie, s'il avait fréquenté la société des vieux Dijonnais qui crayonnaient d'une docte main quelques pensées versifiées à la bonne heure. Mais ce paresseux ne s'occupait, durant ses longues flâneries à travers champs, que de madrigaux pointus, de fadaises doucereuses à des climènes et des chloris, où l'amour, le désespoir, la fatalité et je ne sais quel grand diable de mots enterraient au dernier hémistiche leur auteur, qui, toujours bien mangeant, mourait par métaphore. Heureusement, à Dijon, en l'an 1708, l'autorité paternelle n'était pas un vain mot. Alexis, ayant cédé aux remontrances, promit de renoncer à la poésie, se contenta de pêcher en secret, et tout en priant le ciel de le faire échouer sur le premier écueil, se mit en quête d'un état convenable. L'état ecclésiastique, en lui assurant le vivre, le couvert et la considération générale, eût plu aux parents Piron, qui se seraient ainsi débarrassés à peu de frais de cet encombrant jouvenceau. Mais lui-même pensait assez sensément et assez haut de cette vocation pour s'être bien persuadé soi-même et avoir persuadé les autres que ce ne pouvait ni ne devait jamais être la sienne. La médecine ni le droit ne l'attiraient pour le plus grand bien de ses futurs malades et clients. Bref, Aimé Piron, le père, jurant qu'il aurait raison de la paresse de son fils, le confina entre quatre murs comme stagiaire chez un financier. Après le financier, ce fut un notaire. Sans argent et sans ardeur pour en gagner, il courut les salles à boire, buvant sans payer, payant en chansons, chansonnant son hôte et comptant sans lui, s'esquivant à la faveur d'un bon mot, laissant des amis partout, intarissables et toujours à sec, adorés de tous et reçus partout, aimant mieux souper ailleurs que chez lui. Sous cette folle gaieté, Alexis tentait d'étouffer un amour malheureux pour une jeune cousine. Parfois, à l'insu de ses amis, il s'égarait dans les bois pour taillader l'écorce des arbres et griffonner en l'honneur de son énumène des vers timides et respectueux dans lesquels il se traitait de criminel et prenait le nom de Lysis. Son ami Jehannin, un joyeux camarade de collège, plus tard conseiller au Parlement de Dijon, s'étonnait un jour de rencontrer, seul et perdu dans ses rêveries, celui qui, quelques heures auparavant, avait dans un banquet payé son écho de 1000 étourdissantes gaudrioles. Piron, peu enclin à raconter ses peines, s'était retranché derrière quelques vagues théories sur le devoir et la morale. Ahuri de cette palinodie, Jehannin lui rit au nez et apporta le lendemain, au cours d'un repas organisé par de jeunes conseillers du Parlement, une ode voluptueuse où la paresse était célébrée et adorée toute nue. Lancée à travers le cliquetis des coupes et des bouteilles, cette pièce soulève des applaudissements qui, prodigués à un autre, font perdre la tête au jeune Alexis. Le feu de la jeunesse et de la poésie le brûle. Résolu d'en finir avec l'amour platonique qui le tyrannise, embrasse ses sens et son imagination, il jure qu'il fera mieux que Jehannin. Les convives enchantés l'aiguillonnent, le harcèlent, ouvrent des paris. Fébrilement ivre d'enthousiasme, il lâche d'un jet son ode incendiaire à Priape. Folie orgiaque. Le lendemain, son excitation était tombée, Piron se rappelle l'aventure. Des lambeaux de strophes lui reviennent à l'esprit. Saisi de crainte, il court chez son ami Jehannin.
Celui-ci, enthousiasmé, l'accueille en le félicitant, se glorifie d'être vaincu, et naturellement, il a montré l'ode à tous ses amis, l'a lu à qui voulait l'entendre, et même au président Bouillé, qui n'a pas pu dissimuler son admiration. Les terribles strophes circulent dans la paisible ville, on les copie, on se les arrache. Piron a gâté toute sa vie. Ode à Priape. Foutre des 9 garces du Pinde, foutre de l'amant de Daphné, dont le flasque vit ne se guinde qu'à force d'être patiné, c'est toi que j'invoque à mon aide. Toi qui, dans les cons d'un vie raide, lance le foutre à gros bouillon. Priape, soutiens mon haleine, et pour un moment dans ma veine, porte le feu de tes couillons. Rassurez-vous, vous entendrez le reste tout à l'heure. Mais la basoche dijonnaise, souvent atteinte par les quolibets de notre poète, enfourcha ses plus grands chevaux pour bondir d'indignation. Les jaloux, il s'en trouve toujours dans ces moments-là, firent chorus. Le procureur général, charitablement instruit de l'affaire, manda le délinquant qui, se sentant perdu, courut chez Jehannin. Celui-ci, non moins effrayé, supplia le président Bouillé de tirer son ami de cette dangereuse affaire. C'est que le ministère public avait accoutumé de punir rigoureusement les boutades de cet acabit. L'indulgent Bouillé, érudit et bienveillant compagnon, conseilla simplement à Piron de désavouer l'ode. Si le procureur général vous demande le nom de l'auteur, ajouta-t-il, eh bien, vous lui direz que c'est moi. Le procureur sourit, n'insista pas, et après avoir exhorté le coupable à mieux employer ses talents, il le congédia paternellement. L'information s'assoupit au greffe de la cour, et l'affaire en resta là, à Dijon. Piron avait 21 ans. Alexis commença des études juridiques, bien assuré que son nom ne figurerait jamais dans la foule obscure des avocats célèbres. Il prit ses degrés à Besançon et revint à Dijon. Il allait débuter à la barre lorsque ses parents perdirent subitement leur petite fortune. Notre avocat, lui, ne vit qu'une belle occasion d'envoyer promener sac, robe et bonnet sous prétexte qu'un gueux est indigne de se commettre avec la justice. Et dès lors, Piron résolut d'être poète, envers et contre tous, dut la foudre le pulvériser. Il plaisantait partout et tout le temps, à Dijon, à Besançon et à Beaune. Je m'avisais sur les 10 heures du soir d'aller à la Comédie. La première et la meilleure scène que j'en eus fut la réponse d'un Beaunois du Bel-Air à qui je demandai à la porte quelle pièce on jouait. « Les Fureurs de Scapin », me répondit-il gravement. On m'avait dit, repris-je, que c'était « Les Fourberies d'Oreste ». À ces mots qui fut hébreux pour lui, nous entrâmes dans le parterre. Le théâtre, exhaussé de 6 pieds et bâti de quelques vieilles planches pourries, cachées sous des lambeaux de bergames décolorés, formait un carré long, fort profond et très étroit. 5 lustres pendus à des ficelles et faits chacun de 2 parties d'un cercle de tonneaux, soutenant 4 chandelles mal mouchées, ornaient le proscénium de leur puante illumination. L'orchestre, ménagé entre le théâtre et le parterre, avait l'air d'une auge, dans laquelle 3 pauvres ménétriers enfoncés, et n'ayant pas de quoi entendre leurs instruments, jouaient du hautbois, du basson et de la cornemuse entre leurs cuisses. C'est sur cette scène
qu'attendant Oreste se pavanaient les glorieux petits maîtres de la ville en cocarde verte, en bas rouge, l'épée au côté. Oreste et Pylade se présentèrent tout brillants de verroterie et d'oripeaux. Le prince Nasillard avait déjà prononcé 2 ou 3 vers sans qu'on les eût honnis, quand un des messieurs qui m'entouraient cria d'une voix impérieuse et prétendue imposante « Paix donc, paix là-bas, on n'entend rien !» « Ce n'est pas faute d'oreille, répondis-je. Ce fut le fatal et dernier cri de guerre. Les chevaliers arrachèrent comme ils purent leur épée du fourreau et tranchèrent à plusieurs reprises les cordes des lustres. Les demi-cercles tombèrent et les 20 chandelles éteintes répandirent des ténèbres et leur fumée odoriférante dans l'enclos des Jeux olympiques. Les braves, qui avaient sauté par-dessus l'orchestre, me demandaient d'un ton menaçant et me cherchaient à tâtons. Quelques-uns de mes bons compatriotes osèrent s'opposer à la première fougue, et voulant pacifier les choses, mais en vain, sinon que cela me donna le temps de gagner le taillis. On criait à tue-tête « Où est-il? Où est-il? Me voici, que me voulez-vous? Te couper les oreilles !» me répondit poliment de loin un des plus échauffés, à quoi je répliquai d'une voix de stentor « Combien diable vous en faut-il donc ?» Après cette dernière hostilité, il n'y eut plus de quartier. Je me souhaitais les jambes de Carpalin. J'avais de l'avance. La nuit était noire, la rue paisible et déserte. J'entendais l'escouade qui me poursuivait. Pour m'y dérober, à pas de loup, je pris à droite. Mais je donnais dans un cul-de-sac, contre une mauvaise porte assez mal fermée et qui avait l'air d'une porte d'écurie. À travers, j'entrevis de la lumière et crus entendre la grosse voix d'un homme enroué. « Ouvrez-moi vite, lui dis-je. Je suis poursuivi par des gens mal intentionnés. « Y aura-t-il de quoi boire ?» me répondit-il. « Oui. Tendez-moi l'argent par-dessous la porte. Tenez, voici un écu. Dépêchez-vous. » Il prit l'écu, puis me dit tout doucement « Allez vous faire foutre. » Vae victis. Ce fut à moi de prendre au large. Sans doute ce cocher revenait de la comédie et m'avait reconnu à la voix. Je pris le parti de me rendre le plus invisible possible, et pour cela, je me plantai contre le mur dans un coin où je demeurai quelque temps droit et collé comme une cariatide. J'entendis passer les coureurs à l'embouchure de la baie qu'heureusement ils négligèrent de visiter. C'eût été fait de moi. Aussi, n'eus-je garde de leur crier « Me voici ». Le lendemain, au petit jour, je retournai à Dijon sans fanfare. Quand toute leur récolte se fussent changées en eau de source, les Beaunois n'auraient pas mieux enragé. Un bel esprit nommé Patin rima contre Alexis une chanson effroyable en 50 couplets sur l'air des pendus. La ville de Beaune envoya 12 exemplaires de la pièce à notre homme, qui leur répliqua par une ballade. Lorsque sans verge et sans épée, sur ma carcasse constipée, je vis briller vos glaives nus, je le confesse à votre gloire, vous me fîtes venir la foire, vous me deviez des torches-culs. Les Beaunois prièrent leur rimeur de rentrer en verve, mais le malheureux Patin était épuisé, son feu était éteint. Le vieux Piron avait beaucoup ri de l'équipée de son fils, mais la mère Piron et un de ses frères, qui étaient à l'oratoire, se répandaient en amères remontrances, et dans l'intimité tous se demandaient s'ils garderaient longtemps sur les bras ce grand diable turbulent qui, à 30 ans, du métier de ne rien faire, faisait son unique affaire. Résolu d'aller chercher la gloire où elle se cachait, Alexis partit pour Paris. Piron entra dans la capitale d'un pas alerte. Beau gars de 5 pieds 6 pouces, au front large, au regard légèrement voilé.
À la bouche combien rieuse, il se voit déjà chef du mouvement littéraire, intime des plus illustres poètes. Mais après quelques jours d'émerveillement, il se trouva sans argent, sans crédit chez son aubergiste, sans industrie, le ventre plus plat que punaise. Or, écoutez un air en grande détresse, qui craint bien Dieu, puis après les huissiers. Mon aubergiste, un de mes créanciers, pour qui le plus je me sens de tendresse, me reçoit si très peu volontiers qu'il ferme lui dès qu'il voit que j'arrive. Si faut-il vivre et griffonner pour vous, je le voudrais, mais comment, entre nous, si n'est pécune, entend-on que je vive? Bien mieux, comment, je le demande à tous, si je ne vis, entend-on que j'écrive? Je ne le sais. Or, donnez-moi de quoi, voilà le point. Puis, excusez ma muse de vous offrir vers de pareilles allois. Fin fait faillir, je l'ai, c'est mon excuse. Vous déplaît-elle? Eh bien, ôtez-la moi. Il échoua chez un monsieur Blin, poète chez qui il est copiste. C'est-à-dire que, triste, en un local pesant et glacial, il copie des vers du matin au soir pour 40 sols par jour. Et cependant la poésie rapprocha ces deux hommes. Monsieur Blin, ayant accouché lentement d'un poème effroyable, c'était une tragédie et je ne serais pas étonné qu'elle fût en 6 actes, réunit aussitôt des auditeurs éclairés et les installa, faute d'un autre local, dans le bouge où travaillait Alexis. Ce dernier voulant céder la place, l'auteur lui fit de la main signe de rester, car il ne craignait pas un admirateur de plus. À peine M. Blin avait-il tragiquement ronronné les premiers vers de la première scène, que ce maraud de Piron ouvrait la bouche pour une critique. Le gros lecteur, surpris de cette audace, le prie de se taire, lit son premier acte d'un trait et s'arrête, essoufflé et attentif. Ses amis se lèvent, lui serrent la main, l'embrassent et traitent Racine de polisson. Mais, au milieu des effusions, l'humble copiste, oublié dans son coin, hasarde une restriction, puis un regret, puis des critiques suivies d'autres plus hardies, et pierre après pierre, en s'excusant de la témérité grande, il démolit tranquillement le pompeux édifice si péniblement élevé. Qu'avait-il à perdre? Un état insupportable. Pourquoi se refuser le plaisir d'être franc? M. Blin, décontenancé, bégaya une réponse inachevée, comme sa lecture, et sortit, suivi de son cénacle d'admirateurs ébahis. Resté seul et sans illusion sur son sort, Piron attendait philosophiquement le résultat de sa franchise. Il se trouva bien surpris quand, le soir, son chef, aimable et cordial, tel qu'il ne l'avait jamais vu, lui serra les mains en disant « J'ai jeté ma tragédie au feu et je vous jure que je n'en ferai plus de ma vie. » Les deux poètes devinrent amis. Le plus jeune s'enhardit à lire des vers à son aîné qui l'exhorta et le persuada sans peine de se vouer au culte des muses. « Vous trouverez toujours en moi un protecteur, ajouta-t-il. Piron, enchanté, planta là les utopies politiques du chevalier de Belle-Île, se fit payer, et s'en alla aussi pauvre qu'il était venu, avec quelques illusions de moins et quelques espoirs de plus. Devenu modeste, il porte 2 ou 3 farces à Francisque, qui était directeur de l'Opéra Comique. Mais cette année-là, 1722, les comédiens français avaient obtenu un arrêt qui restreignait l'entrepreneur de l'Opéra Comique au seul jeu des voltigeurs et des danseurs de cordes, et avec un seul acteur parlant. Il dira plus tard « À 30 ans, je faisais toutes les nuits des opéras comiques qui tombaient tous les jours. » Mais avant de parler des débuts au théâtre de Piron, voici le portrait d'une femme qu'il rencontra. Elle se nommait Mademoiselle de Bar, de son vrai nom Marie-Thérèse Quénaud-Dan. Elle était veuve quand elle croisa Piron.
Elle était laide, à faire peur. Moi qui la connaissais depuis 23 ans, je l'ai toujours vue vieille. C'était une de ces physionomies malheureuses qui n'ont jamais été jeunes. Elle avait de l'esprit, mais peu agréable. Nul goût, au contraire, elle en était l'antipode. Je conviens même qu'elle n'a pas peu contribué à détourner Piron d'en avoir. Elle n'avait point de principe, ses mœurs étaient basses, et cela n'est point étonnant, ayant été toute sa vie femme de chambre de la marquise de Mimeur. Elle avait une érudition singulière pour une femme. Elle possédait le Gaulois, et ses livres favoris étaient le roman de la Rose, Villon, Rabelais, les Amadis et Perceforêt. Les beaux esprits qu'elle voyait chez la marquise consultaient souvent son goût sur leurs ouvrages, et elle jouissait d'une grande considération parmi les personnes qui aimaient Piron. Il l'épousa beaucoup plus tard. Piron l'aima tant qu'elle vécut, ce qui vaut bien d'autres références. Revenons au théâtre. Comment se présentait-il au début du XVIIIe siècle, à Paris? C'est finalement l'organisation complètement monopolistique du théâtre par Louis XIV. Jacques Truchet, professeur émérite à l'université. Il venait déjà de fonder une grande troupe unique avec monopole absolu pour le lyrique. C'était, on disait, l'Académie royale de musique, l'opéra, si l'on veut. Et en 1680, il fait la même chose pour le théâtre parlé. Il n'y a donc plus, pour Paris naturellement, que la Comédie Française qui soit habilitée à jouer des pièces parlées. L'avantage, ça a été d'avoir un théâtre considérable, comme on n'en avait jamais vu, avec les moyens à la fois en hommes, en matériel, en protection, etc., en répertoire, en richesse de toutes sortes. L'inconvénient, évidemment, c'était le manque de liberté à la fois sur le plan de la décence, des bienséances, et aussi, naturellement, sur le plan politique. C'était un théâtre beaucoup plus aux ordres qu'il ne l'avait jamais été, ce qui est encore accentué en 1702 par la création de la censure préalable, qui n'existait pas avant. Il y avait tout de même un exutoire à la fin du XVIIe siècle, c'était la comédie italienne, qui elle aussi était officielle et qui, elle, se permettait de plus en plus en français et non plus en italien depuis quelque temps, de jouer des pièces beaucoup plus libres à tous égards et même parfois extrêmement satiriques. Seulement, ce théâtre où a brillé Renard, par exemple, Fatouville, a été supprimé radicalement à la fin du siècle, en 1697, parce qu'il avait osé égratigner Madame de Maintenon. C'est là que naît la foire. La foire, on ne peut pas dire qu'elle est née, mais en tout cas, mais pourquoi on l'appelait la foire? On l'appelait la foire parce que, en fait, c'était bel et bien les théâtres qui étaient dans les foires. Il y avait chaque année à Paris 2 grandes foires qui duraient longtemps, la foire Saint-Laurent et la foire Saint-Germain. C'était des lieux de permissivité avec une police spéciale, foire commerciale et en même temps foire attractive, où il y avait toujours eu des montreurs de singes, de marionnettes et toute espèce de choses de ce genre. Mais à partir du moment où les Italiens sont supprimés, les forains s'emparent du théâtre italien. Ils s'emparent des arlequins, ils deviennent à la mode, on va s'encanailler à la foire, et cela donne un nouveau théâtre semi-clandestin, c'est-à-dire un théâtre qui ne demande pas de permission, qui n'est pas censuré, qui tout simplement risque d'être démoli dans la nuit et les gens mis en prison, mais c'est pas grave,
Le théâtre qui est en bois et en carton, il est reconstruit tout de suite. C'était une baraque. C'était une baraque. Avec des auteurs de très grande qualité. Et les gens étaient en prison pour 2 jours. Généralement, d'ailleurs, ils étaient en prison sur réquisition de l'opéra ou sur réquisition de la Comédie Française pour avoir violé leurs privilèges. Et ce théâtre était extrêmement truculent et vivait en grande partie du petit jeu contre le commissaire. Car le commissaire était là, mais on se moquait de lui, ouvertement, dans une certaine mesure. Il y avait toute une espèce de jonglerie. Naturellement, la Régence amène une grande permissivité, c'était dans l'esprit du régent lui-même, et en particulier, il réintroduit des Italiens. Ces gens-là étaient extrêmement drôles, tout à fait italiens, faisaient tous les ladzi, etc., avaient tous les arlequins qu'il fallait, mais c'était par ailleurs des gens très lettrés, avec ce qu'on voit chez Marivaux, un théâtre sentimental, philosophique, qui dépassait de très loin ce qu'avait été l'ancienne troupe italienne chassée. Il y avait cela, il y avait la Comédie Française qui continuait à fonctionner, et la foire avait difficilement sa place. D'autant plus que cette troupe italienne, elle aussi, est devenue monopolistique. Ils sont devenus les comédiens ordinaires de la troupe italienne. Et les 3 détenteurs de monopole, opéra italien et français, fonçaient sur les malheureux forains qui devenaient... C'était la crise totale. Et la grande année de la crise, c'est 1722. En 1722... C'est là où est arrivé Piron. C'est là qu'arrive Piron, parce que le principal entrepreneur forain s'appelait Francisque. Ce Francisque, sur réquisition, encore une fois, des autres théâtres, s'est vu pratiquement interdire toute activité. Il n'avait plus droit qu'à un seul acteur parlant. Il pouvait avoir des acteurs muets autour, mais un acteur parlant. On avait oublié toutefois de lui interdire de faire parler des marionnettes. Il avait encore un polichinelle. Et alors, on va chercher Piron, qui ne s'était jamais occupé de théâtre spécialement. Donc, c'est la création d'Arlequin. D'Arlequin de Calion. C'est la pièce, voilà, c'est la pièce d'Arlequin de Calion. Piron, qui avait la réputation d'un mauvais garçon, mais qui était extrêmement cultivé et brillant, relève le défi. Et il invente une pièce qui pouvait se couler là-dedans. Cette pièce, c'est naturellement un monologue, fondamentalement. Et comment inventer un meilleur monologue que d'imaginer la situation de Calion, c'est-à-dire le Noé de la mythologie, au lendemain du déluge. Le déluge mythologique a tout détruit. Il y a maintenant simplement 2 Calion et sa femme. Sa femme, elle est là, mais... Elle était muette. Elle est devenue muette d'émotion, ce qui évite de la faire parler. Et ça se passait le 25 février 1722. Ah, je ne savais plus que c'était... Voilà, ça a été créé. Voilà. Et alors, le brillant de l'histoire, c'est que ça a eu un succès considérable. On l'a joué 30 fois. Oui, un succès extraordinaire. Même au Théâtre de la Foire, était extraordinaire. On ne l'a pas imprimé. On ne l'a imprimé que bien plus tard. À la fin. Ça n'a pas été imprimé tout de suite. Ah non, c'est pas possible. C'était pas possible parce que la pièce était beaucoup trop satirique pour cela. Parce que cette pièce était extrêmement savoureuse, extrêmement brillante, bien entendu. Et Arlequin se trouvant en face de toute espèce de personnages, tous plus muets les uns que les autres, lançant avec sa femme des pierres par-dessus son épaule pour créer de nouveaux enfants, puisque c'est comme cela dans la mythologie. Mais c'est formidablement satirique. Et c'est satirique d'abord contre les 3 grands ennemis. C'est-à-dire qu'il se moque terriblement, par des parodies vraiment cruelles, de l'opéra, de la comédie française et de la comédie italienne, bien sûr, des 3. Mais c'est satirique aussi
au point de vue politique, ça se moque de tout, et même au point de vue et même religieux, puisque parmi les premiers enfants nés, il y a un laboureur alors il est très sympathique, le laboureur, c'est déjà du Rousseau. Et il y a un Robin qui est épouvantable, un noble qui est épouvantable, un artisan qui vaut pas très cher, et puis il y en a un qu'on ne nomme pas. Mais c'est le curé, naturellement. Et Piron a continué à travailler pour la foire, laquelle foire évoluera vers les Favards plus tard, etc. À votre sentiment, cet Arlequin de Calion, après la création faite sous les yeux de Piron, est-ce que ça a été représenté après encore? Oh, c'est pas une question de sentiment, non, je crois. Ces pièces-là étaient éphémères, presque par définition, parce qu'elles étaient extrêmement liées. Oui, comment est-ce qu'on en a retrouvé le texte? Oh, on a des manuscrits, et puis il a été tout de même publié après 1770, beaucoup plus tard. Oui. Et c'est une mademoiselle Salé qui dansait dans cette pièce-là. Oui, mademoiselle Salé qui a fait une grande carrière après, une grande carrière de danseuse, oui. Il apparaît au premier abord qu'il y a un abîme entre ce genre de théâtre-là, avec ses obscénités, ses audaces, etc. C'était vraiment très, très obscène? Oh, très obscène. Il fallait, à l'époque, pour se faire remarquer comme obscène, aller très loin, ce qu'avait évidemment fait Piron dans son ode à Priap quand il était jeune. Enfin, c'était gaulois. Oui. Bien entendu, aujourd'hui, ça dépasse pas la chanson du Zizi, mais enfin... Oui. Écoutez-moi, les spectateurs au Théâtre de la Foire, ils étaient debout? Où il y avait des sièges? Est-ce que les gens de qualité... Non, ils étaient debout. Est-ce que les gens de qualité allaient au Théâtre de la Foire? Totalement. En se cachant, peut-être? Oh non. Non? Oh non, pas à ce moment-là. Ils se cachaient de Louis XIV, oui, quand bien avant. Oui. Là, sûrement pas. Et ils étaient debout, les spectateurs? Ah oui, non, pas les gens de qualité. Il y avait toujours quelques loges et choses comme ça. À ce moment-là. Mais c'était tout de même sommaire. Il y avait des allées et venues, n'est-ce pas? Il y avait des auteurs très patentés de comédie française. Encore une fois, la comédie française était, à cette époque-là, pour la comédie, de plus en plus moralisante, de plus en plus guindée. Elle évoluait vers ce qui sera la comédie larmoyante et le drame bourgeois. Elle n'était pas drôle à ce moment-là. Et il y avait des auteurs qui passaient de la comédie française quand ils n'étaient pas contents. À la foire, le plus illustre, ça avait été Le Sage, mais il y avait aussi, et c'était plus courant, les gens qui commençaient à la foire puis qui essayaient de se faire un nom, qui essayaient de grimper et de conquérir la comédie française. C'est évidemment le cas de Piron. Piron a écrit et fait accepter à la comédie française assez rapidement une pièce dont le titre est un programme, Les Fils ingrats. Les Fils ingrats, on voit bien que c'est une pièce moralisante, solennelle, etc. Et ensuite une tragédie suédoise sur l'histoire de la Suède, Gustav Vasa, chose qui a eu un succès honorable. Honorable tout de même. Et ensuite vient la métromanie. Alors, on comprend très bien la place de cette métromanie, qui est de 38. À ce moment-là, on est déjà en pleine comédie larmoyante. La comédie française, y compris avec Voltaire, présente des pièces toujours tout à fait moralisantes, les vertus de la campagne par opposition à la corruption des villes, le mariage d'amour, l'amour vrai, la famille, tout ça bien avant Rousseau, le sentiment de l'honneur, etc. Et la métromanie est une pièce moralisante. Bien entendu, tout à fait morale, et en particulier qui exalte le rôle, la vocation
véritable du poète, et du poète qui se sacrifie même entièrement à sa poésie. Seulement, elle est écrite par quelqu'un qui a eu la patte du théâtre de la foire, qui a su faire des choses extrêmement drôles, et qui sait les employer. Et elle n'a pas toujours un très bon rythme. Vous m'avez dit vous-même que pour la jouer, vous aviez fait beaucoup de coupures. Mais malgré tout, elle est drôle. Elle a des personnages de domestiques qui sont drôles. Ça n'est pas du tout du théâtre de la foire, bien sûr. Mais c'est un théâtre de comédie française écrit par quelqu'un qui a l'expérience de la foire. Et ça, c'est extrêmement important. Au fond, 40 ans à l'avance, c'est la même chose que Beaumarchais. Beaumarchais est venu des parades les plus licencieuses et il est monté jusqu'au drame, avant de redescendre jusqu'à cette comédie très sérieuse, mais si drôle, évidemment du mariage de Figaro. Mais c'est déjà le même genre d'histoire que nous avons là à l'avance. Et en fait, faut pas du tout s'imaginer qu'on en voulait à Piron d'avoir eu des débuts un petit peu audacieux. Le seul malheur de Piron, c'est d'avoir été l'ennemi de Voltaire. La comédie larmoyante de Piron, Les Fils ingrats, n'eut donc qu'un demi-succès. Mais il avait croisé la belle Le Couvreur, l'actrice illustre. Mais là, ce fut encore de l'amour perdu. Un émule de Praxitèle et de son siècle le Coustou fit une Vénus, mais si belle qu'il en devint fou. Vénus, s'écriait-il sans cesse, ta gloire animait mon ciseau, serre donc maintenant mon ivresse, anime ce marbre si beau. Vénus entendit sa prière, le marbre, en effet, respira. Dès ce moment, le statuaire n'aima plus, il idolâtra. Bientôt, il fut aimé lui-même, et ce que mille extravagants envièrent comme un bien suprême, à coup sûr, il en eut les gants. Berger, gravez bien sur les arbres ce que je viens de vous narrer. L'amour peut attendrir les marbres, c'est le sens qu'il en faut tirer. Belle Le Couvreur, à ma fable, souffrez une autre allusion. Mon angélique est ma statue, et vous venez de l'animer. Ma fable est la vérité nue, pour peu que vous veuillez m'aimer. Piron se consolait de l'amour et de la fortune avec tous les joyeux apôtres du conte galant et de la chanson gaillarde, qui avaient fondé une célèbre académie de rire, le Caveau. C'était un cabaret situé au carrefour Bussy, hanté par des philosophes en goguette, des musiciens, tous joyeux compères, et bons biberons. Piron était l'âme de ce caveau dont les vitres tremblaient au fracas des chansons. Un vin champenois qui croissait dans l'abri échauffait les amitiés, faisait sauter les bouchons et mousser les joyeux de vie. Au-dessus des pots jetés à tue-tête se croisaient les gaillardises gaudisantes, à faire rougir jusqu'au tablier de la servante. Ces intrépides biberons n'avaient su élaborer qu'un règlement. Quiconque aura manqué une occasion de faire rire la compagnie ou voulu se gendarmer contre l'opinion générale, boira un verre d'eau. On ne croit pas que ce châtiment atroce ait jamais été appliqué. La confiance régnait au caveau. Tous les auditeurs prenaient à cœur le succès de l'ouvrage que l'un ou l'autre des membres venait lire avant l'impression ou la représentation. On coupait des scènes, on ajoutait des mots, on changeait un dénouement, et toutes les critiques arrivaient si bien sur les ailes de l'amitié que l'auteur les accueillait comme des messagères d'espérance. Bernard refit ainsi presque en entier son Castor et Pollux, que Rameau devait fort à propos réchauffer des sons de sa musique. Qui saura jamais combien de bons vers Piron dut à ses amis, combien d'heureuses rimes il leur souffla, sans souci des coteries littéraires et des dames haut empennées. Chacun applaudissait son confrère d'un succès dont s'honorait le caveau tout entier. Solidaires, ils marchaient tous vers le même but, la gloire. Forts de leur gaieté
et de l'affectueux sentiment de supériorité qui les unissait. Un ouvrage acclamé au caveau affrontait hardiment le public. En cas de chute, l'auteur pouvait attendre en souriant la justice de la postérité. Si vous épousez un grand-père, savez-vous ce que vous ferez? Tout le jour, vous ferez grand cher. Toute la nuit, vous dormirez. Vous aurez un bon équipage. Tout le jour, vous ferez florès. N'en attendez pas davantage, car la nuit n'est qu'ad honores. Tous les soirs, vous serez servi d'un vieux conte ou d'un vieux rébut. Après cela, bonsoir Sylvie, allez vous coucher là-dessus. Heureuse si de doux mensonges, en dormant, vous font quelque bien. Or, le bénéfice des songes, il ne faudra s'attendre à rien. Mais si vous choisissez pour mettre un mari plus jeune et plus dru, le jour, vous jeûnerez peut-être, mais la nuit, bouche, que veux-tu? Choisissez, pendant qu'on vous laisse, le temps de choisir vos amours. Et songez que, dans la jeunesse, les bonnes nuits font les bons jours. Pour éviter l'ardeur du plus grand jour d'été, Catin, dessus un lit, dormait à demi nu. Dans un état si beau qu'est lui-même tenté l'humeur la plus pudique et la plus retenue. La jupe permettait de voir en liberté ce petit lieu charmant qu'elle cache à la vue, le centre de l'amour et de la volupté, la cause du beau feu qui m'enflamme et me tue. Un si sensible objet, en cette occasion, bannissant mon respect et ma discrétion, me fit foutre à l'instant cette belle dormeuse. Alors, elle s'éveille à cet effort charmant et s'écrie aussitôt « Ah !» que je suis heureuse, les biens, comme l'on dit, me viennent en dormant. La nuit, un coche ayant versé, on tomba les uns sur les autres. Chacun se crut le cou cassé et dépêchait ses patenôtres. Dans l'entre-deux d'un gros fessier, un curé fut pris par la nuque. Il retira son chef entier, mais il y laissa sa perruque. Il la cherche en l'obscurité. Une dame, fort étonnée, se plaint de sa témérité. « Monsieur, suis-je assez tâtonné ?» Le curé s'excusa beaucoup, et pour apaiser son murmure, lui dit « Je la tiens pour le coup, car j'ai le doigt dans la tonsure. » Piron fréquentait aussi le café Procope. Il existe toujours, ce café. Il est à Paris et on peut y voir un portrait d'Alexis Piron. Il était un peu fatigué des arlequinades de son esprit. Sa nature de poète s'offensait à toute heure de sa nature de bouffon. Voilà pourquoi il continuait à faire des tragédies. Hélas, Callisthène tomba. Gustave Vassa n'eut pas un meilleur sort. À ne consulter que le dernier acte, on y trouve de quoi faire 50 tragédies unitaires. Il y a des scènes pathétiques, des élans de grandeur, de nobles idées, de beaux vers. Arsène Houssaye assure que l'inspiration du grand Corneille est descendue quelquefois jusqu'à Piron. L'inspiration, en tout cas, lui venant de la grande comédie du XVIIe siècle, il écrit la Métromanie
après 5 ans d'un travail opiniâtre. J'aime beaucoup les livres 18e et j'avais trouvé d'époque le livre La Métromanie 1738. Catherine Salvia. Comédie en 5 actes en vers d'Alexis Piron. Alors je me suis un petit peu documentée sur Alexis Piron. C'était le fils de Aimé Piron, un poète bourguignon. Et j'ai lu cette Métromanie et ça m'a beaucoup plu. Pointe à la ligne. Et puis, quelques années plus tard, Jean-Loup Rivière, qui est à la Comédie Française, qui recherchait des pièces un peu inconnues ou pas jouées depuis longtemps, pour la salle Colbert, m'a demandé si je voulais lire La Métromanie. Alors j'ai trouvé ça assez amusant parce que je connaissais La Métromanie. Et donc on a fait une lecture, j'ai fait une lecture de La Métromanie à la salle Colbert de la Bibliothèque nationale en faisant tous les personnages. Et je me suis beaucoup amusée parce que j'ai fait une adaptation, ça dure assez longtemps quand même, 5 actes en vers, et j'en ai fait à peu près 1h20. Pour ne pas lasser les spectateurs. Et en faisant tous les rôles, alors les rôles de Barbon, les rôles de jeunes filles, les rôles de jeunes gens impétueux, enfin tous les personnages qu'il y a dans la pièce, que je trouve absolument passionnants. Et voilà, j'ai fait la lecture pour 2 ou 3 fois. Au moment où vous avez lu la pièce et interprété la pièce, vous toute seule dans tous les rôles, à la Galerie Colbert, les gens étaient intéressés ? Les gens, enfin, on l'a redonné l'année d'après parce que ça a eu énormément de succès. Et les gens étaient très, très, très contents. Et ce que je trouve formidable dans cette pièce, c'est que c'est à l'envers des poncifs classiques. C'est-à-dire, en général, le Barbon, c'est un vilain monsieur, tandis que là, le Barbon, c'est un gentil qui aime la poésie. Par exemple, la jeune fille, en général, la jeune fille, c'est celle qui a des malheurs, qui est très gentille. Et là, c'est un peu une capricieuse, une petite peste. Enfin, elle n'est pas méchante, mais tout est à l'envers. C'est ça qui m'a passionnée dans la Métromanie. Et vous êtes toujours à la recherche de textes comme ça, un petit peu inconnus ? Oh bah oui, j'aime bien trouver par hasard des choses comme ça. Et là, justement, j'ai demandé à mon libraire préféré de me trouver Pironiana. C'est-à-dire les annas de Piron, les bons mots de Piron, parce qu'il était un énorme homme d'esprit, Bien même sûr. Rival de Voltaire. Oui, oui. Par exemple, j'ai Arnoldiana, c'est les annas de Mademoiselle Arnoux, C'est ça, de Sophie Arnoux. de Sophie Arnoux. Sophie Arnoux. Et alors, on vous a trouvé ce volume ? Mais non, je lui ai demandé ce matin, alors j'espère qu'il va me... Ah bah oui, mais c'est tout neuf, ça, alors. Très bien. Merci, mademoiselle Salvia. Merci. Oui, travail opiniâtre. Mademoiselle Quinault, qui créa Lisette dans la pièce, avait pris de l'ascendant sur son esprit, lui donna de sages conseils après la première lecture. Piron refit toute la pièce. « Patience, lui dit-elle, il faut refaire 20 scènes, donner plus d'amour aux amoureux, plus de vérité au capitoul, plus de gaieté au premier acte, car dans une comédie, il ne faut pas attendre au dernier acte pour rire. » Découvrir et de faire découvrir un Piron, la Métromanie. Françoise Seigné. Piron a été créé à la Comédie Française et je déplore qu'à l'heure actuelle, nous allons chercher très loin des pièces étrangères, souvent très très mal adaptées, alors que nous avons un patrimoine ignoré, et celui-là encore, il est vraiment ignoré, mais on a aussi des Racine, des Molières qui sont peu joués. Et c'est le but de ma vie, c'est de faire connaître au public français notre patrimoine reconnu comme le plus extraordinaire, le plus passionnant qu'il existe dans le monde entier. Donc la Métromanie. Ce qui m'a beaucoup amusé, c'est l'anecdote. Je me suis plongée dans la vie de Piron et je crois que cette émission vous le fera connaître et vous le fera aimer comme je me suis rendu compte que c'était un homme qui m'aurait bien plu. Il mangeait bien, il vivait bien, il avait de l'humour et je crois que sa pièce est pleine d'humour. Et ce Piron, en fait, qui était l'ennemi juré de Voltaire, a coincé Voltaire. En définitive, je crois qu'il s'est vengé des méchancetés que Voltaire lui faisait subir. Et tout ça, pourquoi ? Parce que Voltaire était jaloux de lui et que Piron avait un grand succès avec ses pièces à la Comédie Française. Il a saisi une bévue de Voltaire
car Voltaire lisait le Mercure, et dans ce Mercure, il s'était épris d'une demoiselle Malcret-de-Lavigne, et en définitive, on s'est aperçu que cette demoiselle Malcret-de-Lavigne était une écrivassière dont il appréciait les vers, et qui n'était en définitive, quand on l'a su, un bon bourgeois du Croisic, M. Desforges-Maillard. Évidemment, Piron s'en est emparé et a écrit cette pièce, en partie sur cette anecdote. Voltaire ne lui a pas, évidemment, pardonné, et a fait que ces pièces, épaulées de toutes ces sociétaires de la Comédie Française, qui, avec les pièces de Piron, gagnaient quand même beaucoup d'argent, ces demoiselles, pour épauler Voltaire, ont abandonné ce pauvre Piron qui n'a plus été joué à la Comédie Française. Mais cette pièce est délicieuse, on y parle beaucoup du théâtre, et on y parle très bien du théâtre, avec une ou deux scènes absolument extraordinaires, de vérité, et qui sont très actuelles. Ce qu'il y a dans toutes ces pièces qu'on retrouve, c'est de les actualiser, non pas obligatoirement en les mettant en jean et en les mettant dans des tubulures, mais simplement en retrouvant l'esprit que nous avons de causticité, de blagues, de presque café-théâtre. Je parle du très bon café-théâtre, pas obligatoirement de tout ce qu'on entend maintenant, mais enfin d'une période du café-théâtre qui a été très dense en grand talent, puisque nos vedettes actuelles qui jouent au théâtre sont issues du café-théâtre, et depuis de longues années. Donc ce clin d'œil, je le retrouve dans ces pièces-là. Et c'est à nous d'y voir ce qu'il y a de présent, d'actuel et de caustique. Vous savez, l'esprit français, il faudrait pas qu'on le perde, quoi. C'est quand même immuable. Enfin, j'ose le souhaiter pour l'avenir. Donc, ce Piron paillard, amuseur, amusant, joyeux dans sa vie, peut nous être très utile à connaître. Je crois qu'il serait bon de remonter certaines de ces pièces qui sont très drôles. Et puis, en définitive, ce paillard écrivait des choses un peu cochonnes. Alors, mon Dieu, on pourrait le monter sur la 5. Molière avait peint des poètes frivoles, pédants, intrigants et coureurs de dot, râpés et gaffeurs, envieux, critiques ou mendiants. Boursault, Dancourt, Dufresne et toute la séquelle des poètes comiques avaient largement exploité cette veine. Piron, lui, prend délibérément une autre voie. Son Damis, principal personnage de la métromanie, n'est ni un cuistre louche, ni un parasite entripaillé, ni un fat encensé par de vieilles douairières. C'est un jeune homme de bonne famille, insouciant, rêveur, rieur, fougueux, orgueilleux et modeste, comme tous ceux qui n'ont pas encore touché le but qu'ils se sentent capables d'atteindre. C'est Piron, en un mot commençant. Piron candide, sensible, plein d'illusions. Piron distrait, Piron relevant la tête, enfonçant son chapeau et passant devant un grand seigneur. Piron emmené malgré lui dans quelques salons. Je me laisse entraîner chez monsieur Francaleux par un impertinent que je connaissais peu. C'est lui qui me présente, et dupe du manège, je sers de passeport au fat qui me protège. On tenait table encore, on se sert pour nous. La joie en circulant me gagne ainsi que tous. Je le sens, j'entre en verve, et le feu prend aux poudres. Il part de moi des traits, des éclairs et des foudres. Prenons par ce chemin. Mais
Mon maître s'approche, un livre dans la main. Oui, divine inconnue. Oui, céleste bretonne, possédez seul un cœur que je vous abandonne. Vous eûtes un esprit que la France admira, j'en eus un qui vous plut, l'univers le saura. Si, comme je le crois, ma pièce est applaudie, vous êtes la puissance à qui je la dédie. Monsieur, parlez plus bas. Par quelle raison? C'est qu'on pourrait vous mettre aux petites maisons. J'ai chanté celle-ci sous le nom d'Uranie. Ah, que je bien pour elle exercer mon génie. Qu'elle a mon cher monde d'or et de grâce et d'esprit. C'est qu'elle aime les vers et cela vous suffit. Ajoute qu'elle en fait les mieux tournées du monde. Pour moi, ce qui m'en plaît, c'est la source féconde où nous allons puiser désormais les ducats. Les ducats? C'est de quoi vous faites peu de cas. Assurément, monsieur. Si vous êtes son gendre, monsieur Francaleux dit à qui veut l'entendre qu'il rendra là-dessus votre bonheur complet. Extravagues-tu? Non, foi d'honnête valet. Et qui diable te parle en cette circonstance de monsieur Francaleux ni de son alliance? Bon, ne voici-t-il pas encore un quiproquo? De qui parlez-vous donc, monsieur? D'une Sappho, d'un prodige, qui doit aider de mes lumières effacer quelques jours l'illustre des oulières, d'une fille à laquelle est uni mon destin. Où diantre est cette fille? À Quimper, Corentin. Oh, ce n'est pas un bonheur en idée, celui-ci. L'espérance est saine et bien fondée. La Bretonne adorable a pris goût à mes vers. 12 fois l'an, sa plume en instruit l'univers. Elle a 12 fois l'an réponse de la nôtre. Et nous nous encensons tous les mois l'un et l'autre. Où vous êtes-vous vu? Nulle part, à quoi bon? Et vous l'épouseriez? Sans doute, pourquoi non? Et si c'était un monstre? Oh, tais-toi, tu m'excèdes. Les personnes d'esprit sont-elles jamais laides? Oui. Mais répondra-t-elle à votre folle ardeur? Je suis assez instruit par notre ambassadeur. Et quel est l'intrigant d'une telle aventure? Le messager des dieux lui-même, le Mercure. Bel entrepôt, vraiment, pour coqueter. Tiens, lis dans celui-ci que tu viens d'apporter. Sonnet de mademoiselle Mériadec de Quersic, de Quimper en Bretagne, à monsieur 5 étoiles. Ton esprit aisément perce à travers ses voiles et voit bien que c'est moi qui suis les 5 étoiles. Pour enchaîner mon cœur, point besoin de paraître cher inconnu, et moi surmontant mes désirs, à Quimper, Corentin, pour vous je ne puis être qu'une innocente fleur que vous pouvez cueillir. Oui, qu'à jamais pour moi, belle Mériadec, Pégase soit rétif et l'hippocrène à sec, si ma lyre de myrte et de palmes ornée ne consacre les nœuds d'un si rare hyménée. Et je respecte, monsieur, un si noble transport qui vous chicanerait davantage aurait tort, mais prenez un conseil. Votre esprit s'exténue à se forger les traits d'une femme inconnue. Peignez-vous celle-ci sous quelque objet présent, Lucille a par exemple un visage amusant. J'entends. Suivez, lorgnez, obsédez sa personne. Croyez voir et voyez en elle la Bretonne. C'est bien dit. Cette idée chauffant mes esprits n'emportera que plus de feu dans mes écrits. Le bon sens du maraud quelquefois m'épouvante. Molière avec raison consultait sa servante. On se peint dans l'objet présent et plein d'appât, l'objet qu'on idolâtre et que l'on ne voit pas. Aussi bien transporté du bonheur de ma flamme, oh, déjà dans mon cerveau roule un épithala. Jamais si beau feu ne m'échauffa la veille. Quelle tête! Il faut bien le prendre comme il est. Voyons ce qui naîtra de ce jeu qui lui plaît. L'assiduité peut, Lucille étant jolie, lui faire de Quimper abjurer la folie. Jugement sur la métromanie. L'abbé Prévost lors de la création de la pièce. Chaque État a son point de gloire.
Et c'est un sentiment bien louable dans tous les degrés de la société que cette espèce d'ambition qui fait aspirer les belles cimes au sommet de leur carrière. Un poète qui s'est attiré autant d'applaudissements que l'auteur de la Métromanie peut se persuader avec raison qu'il s'est élevé bien haut dans la sienne. Diderot, en 1763, lors de la première reprise au Théâtre Français. On veut être Monsieur de l'Empiré à 20 ans et Monsieur Baliveau à 50. C'est tout juste mon âge. Rigolet de Juvigny, en 1748. Il est peu de comédies où l'on trouve autant de finesse et de naturel dans le dialogue, d'aisance et de perfection dans les vers, et de vrai comique dans toutes les situations, où les caractères sont mieux soutenus, où l'intérêt, toujours vif et toujours nouveau, augmente de scène en scène jusqu'à la fin. En un mot, où tous les ressorts de la comédie soient plus heureusement employés. La Métromanie fut un triomphe, mais le succès, à 50 ans, c'est un peu tard. Il n'en était pas plus riche. Mais si la fortune ne suivait point la gloire entraîna l'amour sur ses pas. L'amour à 50 ans, il vaut mieux tard que jamais, dit la sagesse. Il vaut mieux jamais que tard, dit la folie. Un soir, avant souper, Piron rêvait à je ne sais quoi dans la boutique de Gallet, un gai chansonnier franc buveur et qui était avant tout épicier. Survient une demoiselle qui demande du café et des allumettes. Gallet étant sorti, Piron se met à servir la demoiselle. « C'est là tout ce qu'il vous faut ?» Gallet rentrant alors dit en riant « Il faudrait à mademoiselle un mari par-dessus le marché. »« À merveille !» dit Piron. Si la commère veut faire flèche de tout bois, j'en suis. La demoiselle rougit et s'en alla sans mot dire. Le lendemain, Piron se levait à peine quand elle entra dans sa chambre. « Monsieur, lui dit-elle toute tremblante, nous sommes 2 enfants de la Bourgogne. Il y a longtemps que je voulais voir un homme de tant d'esprit. Ayant appris hier que j'avais eu affaire à vous dans la boutique de M. Gallet, je suis venu aujourd'hui sans façon vous rendre visite. Oh, monsieur, comme vous devez vous ennuyer chez vous. J'avais bien peur d'y rencontrer quelques belles dames de théâtre, mais Dieu soit loué, vous êtes là comme un trappiste. Vous n'avez jamais songé à faire une fin, monsieur Piron ? Piron, tout abasourdi par ce babil, répondit ainsi. « Hélas, mademoiselle, je laisse ce soin-là à la Camarde. Mais, s'il vous plaît, qu'entendez-vous par là ? Je veux dire que vous n'avez jamais songé à vous marier ? Pas trop, mademoiselle. Asseyez-vous donc, je vais allumer le feu. Vous ne savez pas, monsieur Piron. Cela va vous faire rire, mais tant pis, j'irai droit mon chemin. Si le cœur vous en dit, comme le mien... » Piron, de plus en plus surpris, regardait la demoiselle en silence. « En un mot, monsieur Piron, je viens vous offrir mon cœur et ma main, sans oublier 2000 livres de rente viagère. » Piron prit tout cela au sérieux. Il fut touché de trouver enfin une âme compatissante. La demoiselle avait les larmes aux yeux, il l'embrassa avec effusion. « Je vous laisse, lui dit-il, tout le soin de la noce. Gallet fera notre épithalame. Vous me voyez, monsieur Piron, la plus heureuse fille du monde. Je n'espérais pas avoir si belle fin, car je ne veux rien vous cacher. J'ai 53 ans. » Eh bien, dit Piron en sourcillant un peu, nous avons 100 ans passés à nous deux,
Nous aurions bien dû nous rencontrer plus tôt. Ils se marièrent, furent heureux, mais il n'est si petit bonheur qui n'est son revers. La bonne vieille de Piron tomba en paralysie après 5 ans de mariage. 5 ans encore, elle languit dans cet état. Madame Piron devint folle et mourut. L'on comprend que Piron, toujours gouailleur, lui ait composé cette épitaphe. « Si j'y ma femme, ô qu'elle est bien, pour son repos et pour le mien. » Cependant, la vie lui réservait une dernière épreuve, et il devait pâtir une dernière fois de ce qu'il a appelé ses erreurs de jeunesse. L'Académie décida à l'unanimité de le choisir parmi ses membres. Le vieux Fontenay l'interrogeait, et parlant de la fameuse ode à Priape, qui avait déjà causé tant de déboires à son auteur, opina de la sorte. S'il l'a faite, il faut bien le gronder, mais s'il ne l'a pas faite, il ne faut pas le recevoir. Monsieur de Bougainville, le navigateur, se présentait contre lui. La question se posait donc de savoir si l'ode à Priape devait ou non être couronnée par l'Académie. Monsieur de Mirepoix, ancien évêque et membre de la compagnie, excité contre Piron par Voltaire, alla trouver le roi qui devait sanctionner le vote de l'Assemblée et le supplia de ne pas ratifier le choix de Piron. Il tenait le texte de l'ode de l'abbé d'Olivet et la remit au roi, qui se la fit lire et l'apprécia. Toutefois, malgré une vigoureuse défense de Madame de Pompadour, le roi ne put résister aux dévots. L'ode à Priape était condamnée. C'était un nouveau tour qu'elle jouait à son auteur infortuné. L'ode à Priape, la voilà, qu'elle n'écorche pas vos oreilles. Foutre des 9 garces du Pinde, foutre de l'amande Daphné, dont le flasque vie ne se guinde qu'à force d'être patiné, c'est toi que j'invoque à mon aide. Toi qui, dans les concs d'un vie raide, lance le foutre à gros bouillon. Priape, soutiens mon haleine, et pour un moment dans ma veine, porte le feu de tes couillons. Que tout bande, que tout s'embrase, accourez putains et ribots, que vois-je, où suis-je, oh douce extase, les cieux n'ont point d'objet si beau, des couilles en bloc arrondis, des cuisses fermes, rebondies, des bataillons de vie bandés, des culs ronds, sans poils et sans crottes, des cons, des tétons et des mottes, d'un torrent de foutre inondé. Restez, adorables images, restez à jamais sous mes yeux, soyez l'objet de mes hommages, mes législateurs et mes dieux. Qu'à Priape, on élève un temple, où jour et nuit l'on vous contemple, au gré des vigoureux fouteurs. Le foutre y servira d'offrande, les poils et couilles de guirlande, les vies de sacrificateurs. Quoique plus gueux qu'un rat d'église, pourvu que mes couillons soient chauds et que le poil de mon cul frise, je me fous du reste en repos. Grand de la terre, l'on se trompe si l'on croit que de votre pompe jamais je puisse être jaloux. Faites grand bruit, vivez au large, quand j'en conne et que je décharge, ai-je moins de plaisir que vous? Que l'or, que l'honneur vous chatouille, sots avares, vins conquérants, vive les plaisirs de la couille, que je préfère à tous les rangs. Achille aux rives du Scamandre, pille, détruit, mais tout en cendres, ce n'est que feu, que sang, qu'horreur. Un comparé? Passe-t-il outre? Non, je vois bander mon Jean Foutre, le héros n'est plus qu'un fouteur. Socrate, direz-vous, ce sage, dont on vante l'esprit divin, a pourtant vomi peste et rage contre le sexe féminin. Mais pour cela, le bon apôtre n'en a pas moins foutu qu'un autre. Interprétons mieux ces leçons. Contre le sexe, il persuade, mais sans le cul d'Alcibiade, il n'aurait pas médit des cons.
Mais voyons ce brave cynique qu'un bougre a mis au rang des chiens, se branler gravement la pique à la barbe des Athéniens. Rien ne l'émeut, rien ne l'étonne, l'éclair brille, Jupiter tonne, son vie n'en est point démonté. Contre le ciel, sa tête altière, au bout d'une courte carrière, décharge avec tranquillité. Cependant, Jupin dans l'Olympe perce des culs, bourre des cons, Neptune au fond des eaux y grimpe, nymphes, sirènes et tritons, l'ardent fouteur de Proserpine semble dans sa couille divine avoir tout le feu des enfers. Amis, jouons les mêmes farces, foutons tant que le con des garces nous fout enfin l'âme à l'envers. Pisiphone, Alecto, Mégère, si l'on foutait encore chez vous, vous, Parques, Carons et Cerbères, de mon vie, vous tâteriez tous, mais puisque par un sort barbare, l'on ne bande plus au ténard, je veux y descendre en foutant. Là, mon plus grand tourment sans doute sera de voir que Pluton foute et de n'en pouvoir faire autant. Redouble donc tes infortunes, sort foutu, sort plein de rigueur, ce n'est qu'à des âmes communes à qui tu peux foutre malheur. Mais la mienne, que rien n'alarme, plus ferme que le vide un carme, se rit des mots présents passés. Qu'on m'abhorre, qu'on me déteste, que m'importe, mon vie me reste. Je bande, je fous, c'est assez. Pyrrhon ne fut jamais de la docte compagnie. Il prit son parti en homme d'esprit. Ils sont là 40 qui ont de l'esprit comme 4. Il composa même pour lui une épitaphe célèbre, Sigis Pyrrhon qui ne fut rien, pas même académicien. Sa nièce, Antoinette Soissons, avait soigné sa femme. Elle s'occupait maintenant de lui et lui prodiguait les soins que nécessitait sa cécité. Il avait été myope toute sa vie et maintenant il était presque aveugle. Pyrrhon acceptait avec philosophie les misères de la vieillesse. Un jour qu'il était sorti sans s'apercevoir que sa chemise passait par sa culotte, sa nièce lui fit remarquer l'immodestie de sa tenue. « Mon oncle, dit-elle, on va voir votre histoire. »« Bah, mon enfant, répondit-il, il y a bien longtemps que cette histoire n'est plus qu'une fable. » Cette nièce épousa en 1769 le violoniste Capron. Elle le fit à l'insu de son oncle, craignant que l'excellent homme n'en prît ombrage et crût perdre les soins de sa fidèle garde-malade. Pyrrhon la prit et, sans faire mine de rien, en tira la petite vengeance que voici. Il fit son testament. « Jeune homme, pour mon héritière universelle, Madame Capron, ma nièce. » Il s'éteignit paisiblement le 21 janvier 1773, à 11 heures du soir. Il avait vécu 83 ans et demi, comme son vieux rival Voltaire, pour qui il montra jusqu'à la fin une humeur sarcastique. Un jour, un ami lui apprit que le bruit courait que Voltaire était mort. Par charité chrétienne, Pyrrhon fit un grand éloge du défunt supposé et de ses mérites littéraires. Toutefois, il ajouta « Êtes-vous bien sûr de votre nouvelle ?» Et Voltaire pourtant lui survécut 5 ans. Pyrrhon fut inhumé à l'église Saint-Roch, sa paroisse, à Paris. Il laissait un neveu, Bernard Pyrrhon, fils de son frère l'apothicaire, et poète lui aussi. C'était une tradition de famille. Ce Bernard fut déshérité par son oncle, qui avait légué tous ses biens à Antoinette Capron. Alors le neveu se vengea, en composant sur son oncle l'épitaphe que voici. Sigis le célèbre Pyrrhon, des poètes la rocambole,
qui légua, nous faisant faux bond, à Juvigny ses torches-culs, à sa Catin tous ses écus, à son neveu pas une obole. Deux mois sans cesse en moi se font sentir, entre lesquels, se voulant divertir à mes dépens, quelque malin génie a fait si bien germer la zizanie que chiens et chats vivent moins désunis. Ce sont griefs et débats infinis, l'un tire au ciel, l'autre tient à la terre. Voilà de quoi longtemps nourrir la guerre. Mais tout le mal encore ne vient pas d'eux. Voici bien pis. Perplexe entre les deux, un moi troisième, établi pour entendre et pour juger. Ne sait quel parti prendre, et ballotté par les mais et les si, lui-même en deux se subdivise ainsi. Conclusion, si la sagesse habile n'y met la main, bientôt je serai 1000. C'est trop souffrir un abus importun. Messieurs les moi, je prétends n'être qu'un, que là-dessus, s'il vous plaît, on s'arrange, et qu'il en reste un bon moi sans mélange. Amour, adieu pour la dernière fois. Que Bacchus avec toi partage la victoire. La moitié de ma vie a coulé sous tes lois. J'en passerai le reste à boire. Tu voudrais m'arrêter en vain. Nargue d'iris et de ses charmes. Ton funeste flambeau s'est éteint dans mes larmes. Que celui de mes jours s'éteigne dans le vin. Vous avez accueilli Pyrrhon un peu débraillé, insouciant philosophe sans le savoir, et le sourire aux lèvres, facile à vivre, essentiellement bon, il répugnait à parler morale et méprisait l'immoralité. Toute sa vie, il exalta la vocation poétique, fier d'écrire en vers, fier de ses œuvres, fier d'adorer la poésie et d'avoir été poète en la glorifiant.